Salam alaikum, Azul, bonsoir. Monsieur Tebboune a encore accordé une interview à deux journalistes algériens. Et l'attitude très condescendante de ces deux journalistes a confirmé qu'ils posaient des questions qu'on leur avait discrètement soufflées, pour ne pas dire dictées par avance. Tebboune non plus n'a pas failli à la tradition, puisque face à des journalistes qui miaulaient littéralement leur connivence, il a joué sur du velours entre démagogie, paternalisme et déni, puisque le ton qu'il s'était permis, celui du moralisateur impeccable qui n'a rien à se reprocher, est allé jusqu'à affirmer qu'un élu qui ne l'a été que par le moyen de l'argent sale ne pouvait être légitime, encore moins reconnu de son peuple, de ses électeurs. Il a tout simplement oublié de dire que lui-même n'a pu accéder à ses charges de président de la République, s'il vous plaît, que par la fraude électorale la plus massive depuis l'indépendance du pays. Parce que les généraux l'ont imposé au peuple algérien. Mais je ne vais pas en dire davantage puisque nous allons vous montrer plusieurs extraits de cette interview et vous jugerez par vous-même. D'abord. بيني وبينك حكاية وحكاية بيني وبينك كلمة زي الأبيات طرينا من اللي فات والضوء اللي طفى الحقرة والظلم أنا زادوا فيه يجي فينك يا الباس فين قوالك يا الباجي عندي خويا في الحبس وأنا خويا مقاجي يا حفيد يا ستار حن علينا وفاجي الحقرة والظلم أنا زادوا فيه يجي فينك يا معطوب فين قوالك يا الباجي عندي أختي في الحبس وأنا خويا مقاجي يا حفيد يا ستار Tebboune entre démagogie, paternalisme et déni. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi, depuis les États-Unis, depuis Washington DC, Hamid Lellou, analyste politique. Depuis Merci. Paris, Yahya Bonouar, journaliste. Et depuis Paris aussi, Boukhelva Ben Mamar, analyste politique. Et nous allons commencer par Hamid Lellou. Hamid Lellou, marhaba bik, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, le plaisir est pour moi. Merci. Alors, Hamid Lellou, je vous demanderai aujourd'hui, le format de l'émission est assez dynamique puisqu'il y a plusieurs extraits à passer, qu'il y aura donc plusieurs questions. Je vous demanderai d'être très dynamique dans à peu près 2 minutes pour chaque réponse. Alors, d'abord, comme ça, votre sentiment général sur cette interview, cette autre interview que Tebboune a accordée à des journalistes algériens. Vous savez, à travers ces apparitions médiatiques répétées de Tebboune, le régime algérien tente de se refaire une santé ou une virginité perdue depuis longtemps ou qu'il n'a jamais eu depuis l'indépendance. Mais à force de mentir, Tebboune finit par croire ou faire semblant de croire à ses mensonges, et parce qu'il devient un menteur pathologique qui vit dans un monde imaginaire de déni total de la réalité quotidienne du peuple. Ce mépris caractérisé ne surprend personne. Plus encore, il renforce la conviction du peuple algérien
qui n'a rien à espérer de ce système. Tebboune n'est que l'agneau ou la partie visible agneau du loup qui perdure. Merci, restez avec nous. Yahya Bonouar, même question, de façon très dynamique, puisque nous allons vous poser plusieurs questions et vous montrer plusieurs extraits. Yahya Bonouar. Oui, bonsoir. Je salue les invités et les téléspectateurs. Donc, très rapidement, un point sur la forme. La multiplication des interventions de Tebboune, c'est pour le message subliminal derrière, c'est pour dire aux Algériens, voilà, vous avez un président, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige, et que les généraux se remettent derrière la vitrine, parce qu'ils ont dirigé le pays ouvertement pendant plusieurs mois, presque une année et demie, et maintenant ils veulent se cacher à nouveau. C'est une spécialité du régime algérien, et donc ils poussent Tebboune à parler. Juste un mot pour ce que vous avez dit, ce n'est pas une interview, et vous avez dit face à des journalistes, c'était tout sauf des journalistes. Donc il a déroulé ce qu'il avait à dire. Voilà, on va revenir sur le contenu de ce qu'il a à dire, mais le message premier, en le faisant sortir tous les mois, une fois par mois, c'est pour dire, voilà, vous avez un président, c'est plus nous, on rentre dans notre cachette, on était bien dans notre cachette depuis 30 ou 40 ans, c'est Gaïd Salah qui nous a dévoilé pendant la période où il n'arrêtait pas de parler, maintenant on revient dans notre cachette, on se cache, on fait les marionnettistes, voilà notre nouvelle marionnette, elle s'appelle Tebboune. Débrouillez-vous avec notre nouvelle marionnette. Quoi qu'elle dise, c'est le contenu de ce qu'il dit, c'est pas important pour eux, c'est juste montrer, voilà, vous avez quelqu'un et c'est plus nous qui sommes directement aux commandes. Alors, Bouchalva Ben Mamar, est-ce que nous avons perdu Bouchalva Ben Mamar, merci d'être avec nous. J'ai oublié de souhaiter la bienvenue à Yahya Bonouar aussi. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, grosso modo, de cette interview? Bonsoir tout le monde, bonsoir aux invités, aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Donc, au fait, je rajouterai juste une petite surenchère par rapport à ce que vient de dire Yahya. C'est qu'en plus de ce qu'il a dit, c'est une espèce de mise en scène qui consiste à rompre avec les années de Bouteflika où il ne parlait pas, où on ne le voyait pas. Donc, comme les clubs, puis c'est tout. Hein. C'est un peu ça. Donc, on a eu un président fantôme sur le dernier mandat, et on a failli l'avoir sur le 5e mandat, d'une part, et d'autre part, il veut rompre et casser un peu avec cette image. Mais ça reste de la communication. Mais rien n'a changé dans notre pays fondamentalement. C'est toujours le képi qui est aux commandes. Ça leur laisse un peu de répit pour passer derrière la vitrine, pour faire ce qu'ils font, c'est-à-dire tirer les épingles du jeu, jouer aux marionnettistes. Donc nous avons des laboratoires, des services donc, qui nous resservent des fois du réchauffé, comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment, donc, comme le retour de la bipolarisation des années 90. Ouais. Voilà, mais tout cela de concert. Alors, d'accord. Alors, nous allons voir quelques extraits de cette interview, puisqu'il faut l'appeler comme ça. Nous avons remarqué néanmoins, enfin nos techniciens ont remarqué que bien que les questions aient été préparées à l'avance, que M. Tebboune était venu à l'aise, qu'il jouait sur du velours, il y a eu quand même quelques arrangements. Ça veut dire, il semble qu'il y ait des choses peut-être qu'il a dit des choses ou que les journalistes ont posé des questions qui ont été littéralement coupées au milieu parfois d'une phrase. Mais on a bien arrangé, c'était un travail de pro. Alors, nous allons voir d'abord celle-ci, que nous avons titré paternalisme. Écoutez. صراحة اللي ما بين الانشغالات هما الصغار. صحيح. سواء تجار صغار سواء حرفيين مثل سائقي سيارات الأجرة لي تاكسيور لي كوافير هاد لي بلومبيي هاد اللي يشتغلوا تقريبا ما عندهمش هما ما عندهمش توفير. صحيح. يعيش بالمدخول اليومي نتاعو. هادو ناخذوا معهم ان شاء الله قرارات اللي تفرحهم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله نتكفلوا لهم بالشيء اللي ضاع منهم. لان
أنا النظرة نتاعي أعوذ بالله من قول تاعنا قبل ما نشوف في الشخص نشوف في أبنائه. يعني ما كورونا هذه أثرت عليه مهنيا ولا ما نبغيش تأثر على المستوى المعيشي نتاع أطفاله وأبنائه هذه. إذا نشوف احنا عندنا نوع. Vous avez senti hein, le moment où il y a eu une petite coupure, une petite césure. Alors, Hamid Lello, vous l'avez entendu, M. Tebboune, ce qu'il dit, il promet des choses, il pense aux plus pauvres. Je ne commente pas plus, je vous laisse nous dire ce que vous en pensez. Oui, et la remarque de vos techniciens, elle est très pertinente parce que j'avais pensé à la même chose et ceci me dit deux choses. D'un, Tebboune est incompétent, bien sûr, quoi qu'il se prépare, quoi qu'il fasse à l'avance, il faudra toujours, il dira des bêtises. De deux, certainement, il n'a pas fait son devoir. On lui a donné des questions à l'avance, les réponses à l'avance, mais il n'avait pas pris le temps de se préparer et de le faire sérieusement parce que il a été imposé là où il est et aussi parce que c'est le mépris, c'est le dédain, c'est le mépris du peuple. Ils s'en foutent. Il n'a pas à se préparer pour dire ça. Plus encore, moi j'ai remarqué dans son interview que j'avais écouté attentivement qu'il avait dit beaucoup de choses et leur contraire. Et certainement, on va élaborer là-dessus plus tard sur certaines questions concernant la Libye, le Covid, les médecins, etc. Donc on en parlera certainement et on va bien montrer qu'il y a eu une chose et son contraire tout de suite. Ah, on a été coupé, il me semble, qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nous allons essayer de... Hamid Lello? Moi, je vous entends bien. Ah, très bien, on ne vous voit plus sur Skype. Mais allez-y, continuez, s'il vous plaît. Donc, je disais que ça ne me surprend pas, votre observation sur le fait que Tebboune a déraillé ou il a eu du mal à répondre à certaines questions, dénote de son incompétence ou aussi du fait qu'il ne s'est pas préparé, d'autant plus qu'ils ont donné des questions avec des réponses à l'avance. Et c'est parce qu'il n'avait pas fait son devoir, parce que ça dénote du mépris que le régime a envers le peuple. Alors, Yahya Bonouar, sur un commentaire Facebook, quelqu'un a répondu « Merci, tchouf l'ouladna, mais tchouf lihem kima shift l'ouladek, il libère nos enfants comme tu as libéré ton enfant. » Alors, Yahya. Les commentaires sur Facebook sont terribles. Ça dénote, depuis qu'il a été mis là par les généraux, Tebboune n'a fait aucun direct jusqu'à présent. J'avais fait, dans votre émission, je l'avais défié de faire un entretien en direct. Il ne l'a pas fait et il ne le fera pas. Il n'a pas les capacités de répondre à des questions en direct. Ils sont dans le différé, le montage, coupé. Il doit raconter un nombre de conneries énormes. Mais sur ces promesses qu'il est en train de faire, est-ce qu'il est inconscient ou est-ce qu'il a une mauvaise vision des choses ou est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il peut prendre en charge réellement, avec les moyens actuels, des millions de gens? Parce que les coiffeurs, comme il dit, les mécaniciens, les petits métiers, ils se comptent par millions, avec une administration complètement défaillante, qui n'est pas capable de faire le travail de recensement, qui n'est pas capable de faire parvenir les indemnités à temps. Mais c'est incroyable ce qu'il est en train de dire. D'abord, c'est un menteur invétéré, il s'en fout. Il ment en sachant que dans 3 minutes après, les gens vont savoir qu'il ment et il s'en fout royalement. Donc, il ment pour l'instant T. Deuxièmement, l'administration dont vous parlez, il a passé toute sa vie dans cette administration, depuis 69. Ça fait 50 ans qu'il est dans cette administration. C'est le pur produit de cette administration. Si cette administration est incapable de prendre en charge les problèmes des citoyens, il est un des premiers responsables. 50 ans, vous vous imaginez ce que c'est. Ensuite, il parle au futur. Nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire. On est revenu au discours de Bouteflika, nous allons faire, nous allons faire. Rien n'a changé, des promesses. Et puis c'est totalement à côté de la réalité, de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Aujourd'hui, les médecins n'ont pas où dormir quand ils sont contaminés, ils n'ont pas de place où aller dormir. Les malades sortent dans la rue, les malades du Covid sortent dans la rue, ils ont bloqué des rues pour protester contre leurs conditions, comment ils sont traités.
On a vu un Wali chassé par la population. La pauvreté s'étend dans le pays de manière terrible. Dans quelques semaines, il y a un risque des émeutes de la faim. Et il parle d'un pays imaginaire, il raconte n'importe quoi. Encore une fois, il n'est pas là pour régler les problèmes, il est juste là pour faire l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, ce sont les généraux sécuritaires qui l'ont mis en place et qui décident à sa place. Bouchalfa. Oui, tout à fait. Il vient, c'est un pur produit du sérail. Donc il fait tout ce que les précédents ont fait, avec une petite pointe de populisme et de paternalisme, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Le problème chez nous, c'est qu'on joue sur une fibre des petites gens comme on l'appelle, parce que le système a voulu s'appuyer. C'est que, voilà, il faudra voir aussi à un moment donné, pendant les années de plan, où les oreilles du système se faisaient recruter. Malheureusement, c'est un secret de polichinelle, donc au risque de heurter quelques esprits. Effectivement, il y a des corporations qui étaient pratiquement les oreilles du système, qui se rapportaient un peu ce qui se disait. Mais ces promesses qu'il fait, Bouchalfa, elles sont exorbitantes. Même un pays hyper développé ne pourrait se permettre d'en faire de pareils, alors qu'il n'est préparé en rien. On ne peut pas promettre de telles choses sans avoir un arsenal administratif et financier derrière. Oui, mais quand on est dans un contexte démocratique et quand on a pris des engagements et quand on est comptable devant un peuple qui vous a élu, oui, mais là, on n'est pas dans un contexte démocratique d'une. De deux, il est comptable devant qui? Les quelques chats, les quelques milliers de personnes fantômes qui lui ont accordé leur voix? Absolument pas. Donc il sait lui, tout au fond de lui, qu'il n'est comptable de rien puisqu'il n'a été élu par personne. Si ce n'est qu'il se retrouve là par la volonté des généraux sécuritaires, c'est tout. Donc lui, il rend compte de la gestion de la rente pétrolière, de la corruption régalienne aux gens qui l'ont mis là où il est, tout au plus. Mais sinon, les promesses qui seront faites au peuple, ce n'est pas le premier qui a les avoir faites. Depuis 62, les Algériens ont vu défiler des menteurs invétérés. On en a vu... des promesses et d'eau fraîche. Voilà. Et nous allons continuer à écouter des promesses, maintenant. من ميسورين نوعا ما ماليا عكس ما يخموا الاخرين ولكن تكفلوا بهم. ممكن يكون فيه ما نذكرش الرقم ولكن رقم يكون مقبول بالنسبه للدخل الشهري نتاعهم. نعوضوا اليوم هذه 3 شهور ولا 4 بدخل اللي مثل الدخل اللي كان عندهم لما كانوا يشتغلوا. هذه بصفه عامه. هذا نعرف باللي عطينا تعليمات في البدايه باش نقللوا من التحركات نتاع المواطنين والمواطنات، وبالاخص ما دام غلقنا دور الحضانه وغلقنا هذه ان فيه امهات كانت تشتغل وما عندهاش اللي يقوم لابنائها، قلنا لهم سرحوا 50% تاع العمال. الى وقع لهم شي ضياع في هذا سبب هذا القرار نعوضوهم. Hamid Leloud, donc voilà, il promet de prendre en charge à hauteur de ce que les gens gagnaient, entre ce qu'ils ont perdu par le confinement et ce qu'ils gagnaient d'habitude. Tous les petits métiers qui n'ont plus les mêmes ressources, et il compte le faire avec la bureaucratie qu'on connaît, le manque de moyens, avec cette crise économique qui pointe à l'horizon, etc., etc. Oui, il parle de cette prise en charge sans donner de détails spécifiques, qui va payer, comment payer et tout ça. Et d'ailleurs, j'anticipe un petit peu sur ce qu'il a dit plus tard dans l'interview, où il avait mentionné la Norvège, parce que c'est pour ça que je disais, il dit une chose et son contraire. D'un côté, il est là à promettre des choses, à supporter les pauvres, à donner ce qu'il n'a pas, ce qui n'existe pas.
Et de l'autre côté, plus tard dans l'interview, il dit les Algériens, il faut qu'ils se réveillent, on n'est pas là pour les aider, on n'est pas là pour donner. Même les Norvégiens, ils ont les ressources, ils ont le pétrole, et pourtant, il a dit le pétrole n'est pas une malédiction. La preuve, regardez ce que la Norvège a fait avec son pétrole et tout. Et le comble, c'est qu'il donne un exemple aussi incroyable. Mais justement, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a, parlant de la Norvège, on dit ce qu'on appelle Dutch syndrome, le syndrome hollandais. Le syndrome hollandais, c'est que les Hollandais, quand ils ont découvert le pétrole, ils ont commencé à le distribuer à leur peuple. Et ils se sont rendus compte que les peuples étaient devenus feignants, ils ne travaillaient pas. C'est pour ça qu'ils l'avaient coupé. Et nous, par contre, on continue dans la malédiction des ressources. C'est-à-dire, on continue à combler toutes les lacunes des dirigeants. Comme ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils promettent, ils donnent un petit peu, pas plus ou pas autant qu'ils ne peuvent promettre, mais ils continuent dans cette politique. Moi, le problème que je vois, c'est que ces promesses-là, si vraiment on est dans cette situation, elle va continuer. Dans l'interview d'ailleurs, il a dit « Oh, les gens prévoient une explosion populaire parce que ces gens-là, ils sont contre nous, ils vont les payer. » On n'a pas besoin de payer le peuple pour se soulever parce que le peuple souffre. Oui, il a accusé l'opposition de financer, d'acheter en quelque sorte la protestation et la contestation. Encore un autre déni. Il dénie le fait que le peuple algérien souffre et que ce discours populiste, quand il dit « Ah, mais moi des gens, j'ai des oreilles dans les quartiers populaires, ils m'appellent, les gens comme si un gars du peuple d'en bas peut l'appeler directement et lui parler de ses problèmes. » Encore, ça continue, c'est le déni, c'est la démagogie, mais ça va leur péter à la gueule bientôt, tôt ou tard. C'est incroyable, c'est incroyable. Yahya Bounoir. Oui, pour poursuivre, on est dans le blabla, voilà, il blablate, il raconte. Mais c'est un blabla de luxe, hein. Et le monsieur, il se permet des choses absolument incroyables. Hein. Il ne recule devant rien, quoi. Ben oui, souvenez-vous, le meilleur système de santé d'Afrique. Hein. Ah oui. Voilà, ben on l'a vu, le meilleur système de santé. On retrouve des malades Covid dans la rue qui bloquent les rues. On retrouve des médecins qui demandent sur Facebook aux citoyens de les aider à trouver une chambre d'hôtel parce que l'État est incapable de leur assurer une protection. Ils sont atteints du Covid, ils sont dans la lutte, ils sont dans la guerre, ils ont été atteints parce qu'ils se battent contre ce virus et l'État est incapable de leur assurer une chambre d'hôtel parce que sinon ils doivent retourner chez eux et ils vont infecter leur famille. Et ce monsieur vous dit, meilleur système de santé de l'Afrique. Il a cité un chiffre, soit 25 milliards de capacité de production. On va y arriver sur ce point. Ah oui, parce que sur ce point, c'est encore un énorme Ah oui, comment? Voilà, on viendra tout à l'heure. Donc il est là dans je raconte n'importe quoi, de toutes les manières, personne ne me croit, à part personne, même ceux qui sont avec lui, ne me croient. J'ai un rôle, c'est juste pour dire que voilà, vous avez un nouveau président et j'ai le droit de dire n'importe quoi. Il n'y a personne en face pour le contredire. C'est pour ça qu'en face, il n'y avait pas des journalistes, il y avait des serviteurs, voilà, des passe-plats qui lui passaient les plats. Sinon, il l'aurait interpellé. Et donc, il dit n'importe quoi, tranquillement, sans craindre d'être contredit. Bourhalva, il dit n'importe quoi. Mais les gens ne comprennent pas, et beaucoup de gens, y compris moi-même, y compris, j'imagine, vous tous, comment peut-on aller aussi loin dans la mythomanie, dans la mégalomanie, dans quasiment le mépris pour l'intelligence des gens, en affirmant des choses aussi énormes. Bah, il est dans son rôle, et son rôle c'est celui-là justement, c'est de tenir ses propos et de parler de cette façon. Et le drame, c'est qu'on est dans un pays où, normalement dans un contexte démocratique, le président de la République est interviewé sur les grandes lignes, et quand on doit rentrer dans le détail, c'est le chef du gouvernement et les ministres concernés qui prennent le relais pour détailler la suite. Mais là, quand il se met à ce niveau-là, il se met comme s'il donnait l'image de se mettre au chevet des Algériens
sont malades. On oublie qu'il y a moins de 3 ans, le gouvernement auquel il a appartenu ont matraqué des médecins en plein cœur d'Alger qui réclamaient un minimum de conditions décentes déjà pour exercer leur métier. On a matraqué des militaires qui étaient venus réclamer un droit. On a matraqué toutes les corporations qui ont servi l'État, qui n'ont pas servi le pouvoir, mais qui ont servi l'État tel qu'il est conçu. Donc lui, il est dans son rôle. Et puis, il y a un message subliminal en direction des quelques poches clientélistes qui restent. Vous savez, au 1er janvier, l'une des décisions qui a été prise, par exemple, en direction le passeport biométrique, par exemple, pour la communauté étrangère, algérienne établie à l'étranger, est passé à 30 € pour les mineurs et les étudiants. Dire mettre les étudiants et les mineurs dans le même sac, c'est quand même d'une condescendance qu'on ne voit qu'en Algérie, d'une part, et d'autre part, le serpent des mers reste toujours des promesses qui avilissent l'Algérien. Ils ne prennent jamais de promesses qui font appel aux valeurs de l'Algérie parce qu'eux ne les portent pas. De toute façon, ils savent pertinemment que si l'Algérien, la seule chose qui puisse lui rester, et ça, il n'y renoncera jamais, ce sera sa dignité, de toute façon. Oui. Donc, il joue un peu là-dessus, et c'est son rôle. Alors, nous allons continuer à écouter et regarder M. Tebboune. Regardez aussi pourquoi, parce que, vous savez, le message corporel, ces façons d'envoyer des choses sont très parlantes. Observez bien ses gestes, sa façon d'être, sa façon de dire, sa façon de toiser les journalistes quand ils lui posent des questions dont il connaît déjà la teneur. Hein. Mais regardez. فيه إجراءات مستعجلة جدا وما بين الإجراءات المستعجلة كنا خدينا إجراءات بعدها باش بالنسبة للناس اللي ما عندهمش دخل واللي توقف الدخل تاعهم باش نعطوهم بالأقل أهم الحاجيات تاعهم 10,000 دينار في الشهر ولكن نفتح قوس أنا جاتني معلومات ونتأسف لها وربما أنا ما نبغيش نستعمل لغة التهديد ولكن كاين ناس احنا في 3 شهور دروك انا في 3 شهور ولا اكثر من 3 شهور اللي قررنا باش كل مواطن معوز تكون عنده 10,000 دينار تاعو اقل شيء يعني بالنسبه للتضامن ولكن كاين اللي لحد الان مازال ما وصلتهمش وهذه ما تسامحش فيها البيروقراطيه هذه هي العدو اللدود تاع هذه البلاد هذه ما قدرناش على البيروقراطيه رانا ما نديروا والو وهذه مسؤوليه الجميع ماهيش مسؤوليه الرئيس ولا مسؤوليه الوزير الاول مواطن يعاني هو وابنائه لحق له 10,000 دينار تاعو انت واش ضاع لك تخرج Hamid Lello, c'est quand même incroyable, c'est fort de café. Il essuie le couteau, comme on dit nous dans notre parler algérien, sur la bureaucratie. Les gens qui n'ont pas reçu le fameux million depuis le temps, jusqu'à 3 mois, c'est parce que c'est la bureaucratie. Et donc, ils menacent même de sévir. C'est quand même fort de café, il faut avouer. Hein. Oui, sur la bureaucratie et aussi sur les gouvernements précédents auxquels il avait appartenu à tous en tant que ministre ou Premier ministre. Et l'autre contradiction, comme je disais, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est plus tard ou c'était plus tôt, moi j'ai un contact direct avec mes concitoyens, ils m'appellent des quartiers populaires et des bidonvilles. Et d'un autre côté, ces mêmes contacts mettent 3 mois pour l'appeler et lui dire, au fait, notre salaire n'est pas encore arrivé. Et comment? Quelle belle observation. Ils ont attendu 3 mois parce qu'ils sont tellement nombreux à l'appeler, à lui parler qu'il faut faire la chaîne. Celui qui l'a averti du retard est arrivé trop tard, 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, c'est pas rien. Eh ben, comme quoi. Ouais, alors, Yahya Bounoual, sur donc, cette bureaucratie sur laquelle il essuie le couteau, comme on dit chez nous. Alors, non seulement il me la démocratie, mais il dit pire. Il dit
المشكل تاع الجزائر البيروقراطيه. العدو اللدود. L'ennemi juré. Voilà. Alors que المشكل تاع الجزائر الحكم العسكري. La démocratie, c'est quelque chose qu'on peut régler en quelques mois, en fluidifiant, en faisant. La responsabilité, elle est au-dessus. Et le problème de l'Algérie, c'est une dictature militaire et non pas un état de droit. Essuyer le couteau, يمسح الموس في البيروقراطية. J'ai dit tout à l'heure qu'il a passé toute sa vie dans la bureaucratie, 50 ans dans la bureaucratie, donc c'est trop facile. Mais avant ça, il disait le mushkil, c'est Chab, s'il y a le corona, c'est Chab, et ainsi de suite. C'est jamais les responsables et c'est jamais les véritables décideurs. Donc c'est jamais lui, c'est jamais son gouvernement. D'ailleurs, il le dit, le mushkil mosh fait ou la رئيس الحكومة الوزير الأول, ni évidemment les généraux. C'est la faute de tout le monde, du peuple, de la démocratie, des vaches, des chèvres, de ce que vous voulez, sauf de ceux qui décident, c'est-à-dire les généraux qui l'ont mis au pouvoir, lui-même et les autres marionnettes, le gouvernement et ainsi de suite qui décident, qui sous-décident sous les ordres des généraux. Ça doit s'arrêter. Quand on dirige, quand on est en responsabilité, on prend ses responsabilités. On ne porte pas la responsabilité sur les autres. Vous dirigez ce pays en ce moment, lui et les généraux. Si les gens n'ont pas appris, ils sont responsables. Si les gens ne peuvent pas se soigner, ils sont responsables. Si les médecins... On n'entend plus Yahya Benoua. Oui, il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond. Oui, oui. Alors, il y a Boukhalifa, sur le même prétexte pris sur le dos de la bureaucratie qu'il accuse d'avoir mis 3 mois à ne pas payer les gens auxquels lui avait promis de l'aide. En fait, il a utilisé une technique rhétorique toute simple. Alors, il se délivre une espèce d'auto-absolution en faisant monter une mayonnaise, comme quoi c'est la faute de l'autre, c'est la faute des autres, et que je vais sévir le procédé est machiavélique, dans le sens, je m'explique, ce fameux gouverneur d'une région qui s'est plaint, dont la population s'est plaint, et le roi, arrivant sur place, procéda à sa décapitation. Donc les esprits les plus en avance par rapport aux autres avaient compris le message. Donc la plèbe était contente parce que le roi avait souscrit à leur peine d'avoir fait l'objet d'exactions de la part de ce petit gouverneur. Et le roi, en le décapitant, a accédé à leur requête. Mais les esprits les plus avertis avaient compris le message, dans le sens où si celui-là vous a fait des misères, donc vous n'imaginez même pas ce que moi je puisse vous faire. Donc, mais il s'est livré à cet exercice par un procédé rhétorique, en arrivant à se donner, à s'auto-absoudre lui-même de ce qui se passe. Donc la formule est bien faite. Mais ça, c'est les bonimenteurs, et il n'y a que les gens qui le croient, qui lui accordent un peu de crédit. Mais le procédé est assez bas, est assez vilain. Et il sait très bien, donc vous voyez un peu... moi, je ne lui prête même pas d'être mal à l'aise, parce que là, je vais lui prêter des choses... Je ne peux pas sonder les âmes, mais ce n'est pas parce qu'il est un menteur, quand il est mal à l'aise, ça veut dire qu'il lui reste un fond de conscience. Mais moi, le concernant, je ne pense pas. Et c'est quoi, si ce n'est pas du simple mensonge, à votre avis? C'est quoi ce genre d'attitude qui vous regarde dans le blanc des yeux, face à face, et qui vous dit des choses aussi outrancières? Vous savez, je pense que ces gens-là, dans le système, comment ils ont vécu leur carrière, on regarde pas vers le bas, on regarde toujours vers le haut, on regarde ce que son supérieur a acquis, a accumulé comme bien, qu'est-ce qu'il a acheté, où est-ce qu'il a passé ses vacances, dans quelles grandes écoles il a inscrit ses enfants. Ça a toujours été une concurrence dans ce sens-là. Donc, à mesure qu'ils avancent dans les grades, dans l'administration, ils sont très très loin, et ils sont très loin des occupations et des problèmes du peuple, entre parenthèses.
Donc je ne pense même pas qu'il sache réellement le prix des choses de tous les jours. Ils sont complètement déconnectés du réel. Donc aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est les 10%, c'est les 20%, c'est le reste. Et puis lui, il est dans une position inconfortable. Dans quel sens? Pas tout simplement parce qu'on doit faire appel à sa conscience, pas du tout, ni à ses compétences, encore moins. Il est dans une position inconfortable, tout simplement parce qu'il est comptable devant ceux qui l'ont mis ici pour la période dont ils ont besoin. Ça peut être de 2 ans, ça peut être de 3 ans ou 4 ans. OK. Alors, nous allons d'abord laisser M. Tebboune de côté. Nous allons revenir très vite. Et d'ailleurs, je poserai la question à mes invités sur cette curieuse attitude. Moi, j'ai été tenté de ramener un psychiatre, je ne vous cache pas, pour qu'il essaye de nous expliquer un peu comment, dans une telle attitude, dans une telle posture, un président qui se sait, et pire que ça, qui sait que tout le monde sait, y compris ses partenaires étrangers, qu'il n'a pas été élu, qu'il a été installé par la fraude, qu'il a été choisi par un général. Comment peut-il se permettre de parler comme ça, avec un ton aussi moralisateur, aussi moral, en nous regardant dans le blanc des yeux, nous affirmer des choses absolument ahurissantes. Vous allez encore voir, il y a encore beaucoup à dire. D'ailleurs, c'est dommage, parce que c'est une interview de 80 minutes. Nous n'avons pas pu tout vous passer, mais ce que nous allons vous passer est déjà très gros et c'est vraiment très curieux. Alors, nous allons d'abord voir quelques petits clins d'œil de ces deux journalistes qui sont allés interviewer Monsieur le Président. واش نصدروا للخارج؟ وي بون كيستيون هذه. انا على كل حال حتى واحد ما يعطينا درس. نعم نأكد على هذه، حتى واحد ما يعطينا درس. نحن قادرين باش نواجه كل ازمات، ماناش محتاجين تعطونا دروس على كل حال. كنت نحطوه نستبركوا به شوي. عنده اعمال، واحد طفل صغير عنده الاعمال. كان من هذا الكهن هذا وهذا الاسحار وهذا الشرك بالله وهذا. راني روز ما تخافش. انت روح لا يملك كل سكان الدشرة والباقي عليا. وش نجي هذه القضيه نتاع 22 مليون اللي درتوها قرط ولا وش؟ ما لا بالك. شكرا لكم على هذه التوضيحات الكثيرة، شكرا على الكثير من الصراحة التي تكلمتم بها للجزائريين. نتمنى أنه أيضا طرحنا الأسئلة التي يجب أن تطرح. شكرا لك، كثير من الشكر على الفرص التي تتيحها للإعلاميين ولوسائل الإعلام. Alors, on aurait voulu aussi voir les images des journalistes emprisonnés, Drarni, Sameh et les autres. Et nous aurions voulu aussi voir des images de ces journaux Liberté, Maghreb émergent, Interligne, qui ont subi la répression et la censure. Mais chaque chose en son temps. Et nous allons voir maintenant un autre extrait de l'interview de M. Tebboune. لحق له 10,000 دينار تاعو انت واش ضاع لك؟ تخرجها من جيبك؟ احنا من المفروض اننا في الدفعه الثالثه وكاين اللي هذا وين لحقته الدفعه الاولى. تقلص من المصداقيه تاع الدوله وتقلص من هاد اللامبالاه المهم نفتح قوس ونزيد نفتح القوس الاخر بالنسبه للاطباء. كاين اللي اول مره تقاضاو ذاك المنحه اللي عطيناهم راه في يومين ولا ثلاثه. عيب كبير هذا. ليتا ne suit pas. سي با ليتا، سي لا بيروقراسي. ليتا ديسيدي، وزاره الماليه قررت والتحويلات الماليه درناها. تلقاها في بعض الاحيان في اللامبالاه على مستوى التنفيذي في ابسط المسؤوليه، ولكن تصدوا لها ان شاء الله. ان شاء الله. اذا قلت لك بالنسبه هذه التضامن فيه المستعجلات، فيه المدى قريب وفيه المدى المتوسط، وبعد نطرقوا ربما المدى البعيد. بالنسبه للبي ام اي بي ام او، انا بالنسبه لي
الاقتصاد الجزائري لا فيش مؤسسات يرتكز عليها الاقتصاد الوطني هي لا بي ام اي بي ام، ونضيف لهم لي ستارت اب الى ميكرو انتربريز. هادو بالبرهان وبالدليل الاقتصادي هنا وفي اماكن اخرى خلاقين للشغل وسهلين في المتناول. اذا on va sauver les PMI PME. Hamid Lello, il n'a pas d'os dans la langue, comme on dit chez nous. Il tourne sa langue comme il veut. Il dit des choses absolument incroyables. Et de temps en temps, il se croit obligé un peu de parler genre populaire. Mais ce qu'il dit, start-up, PME, comme s'il suffisait de claquer des doigts pour qu'une économie qui n'a jamais fonctionné, c'est pas qu'elle ait fonctionné à un moment et qu'elle s'est arrêtée. Elle n'a jamais vraiment fonctionné. Il n'y a eu que ce qu'on appelle les affaires, le business des gens qui ont profité d'une économie rentière. Il y a eu des entreprises subventionnées par l'État et c'est tout. Mais là, il est en train de nous dire non, tout ça va être réglé très vite. Il divague. Pour le moins. Oui, comme vos invités l'avaient précédemment mentionné, il n'a pas de compte à rendre au peuple, ni au Parlement, ni quoi que ce soit, peut-être à ceux qui l'ont désigné comme président. Donc cet état d'esprit est dû au mépris et aussi au déni. Et il a été président désigné et on lui a donné un rôle à jouer. Son rôle, c'est de communiquer pour le moment parce qu'il croit que les gens à qui il faut parler, c'est les petites gens. Donc il s'investit à se présenter comme le président du petit peuple. Quant aux promesses et tout ce langage qu'il utilise de PMI, PME et l'investissement, l'entrepreneuriat et tout ça, parce qu'il croyait qu'il fallait qu'il utilise un petit peu le mot magique pour un petit peu peaufiner son discours, tout en ne sachant pas que une PMI ou une PME ou une entreprise, c'est pas seulement aller à l'école ou donner de l'argent à des gens qui sont au chômage et vous allez en faire des entrepreneurs. Il faut avoir un esprit entrepreneur. Tout le monde n'est pas entrepreneur, autrement on serait tous des businessmen. C'est donné à une certaine catégorie de gens qui peuvent s'investir en tant qu'entrepreneurs, qui ont une vision et qui peuvent créer des emplois, créer des richesses. Et dans un contexte socio-politico-économique qui puisse le permettre. Absolument. Et plus encore. Et là où il manque des détails, à chaque fois je disais qu'il ne va pas vers les spécifiques, il ne va pas vers les détails, c'est toujours des généralités. Il dit que l'État va aider, mais l'État, il n'aide pas comme ça, il aide avec des lois. Et pour avoir des lois, il faut avoir un État juste. D'ailleurs, il a utilisé le mot plus tard, un État fort et juste. Mais cet État qui a une légitimité va sortir des lois qui vont être respectées par tout le monde. Et ces mêmes lois vont protéger et le peuple et l'investisseur, y compris l'investisseur étranger. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de la fameuse 51-49. Ça aussi, ça cache beaucoup de choses. Ceci dit, il ne donne pas de détails. C'est toujours dans le superficiel, c'est toujours à la surface, et parce que, comme on disait, il n'a pas de compte à rendre, il essaie de parler aux petites gens, leur dire que tout va bien, je suis là pour m'occuper de vous, ne vous souciez pas, je vais régler vos problèmes. Mais en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de substance, c'est une coquille vide. Yahya Bonouar. Pardon, Yahya, on ne vous entend pas. Yahya. Oui, mais parce que... Allez-y, on vous entend maintenant. Voilà, je vais répondre par des chiffres. La Tunisie, je vais d'abord commencer par le ministre algérien des Finances, qui a annoncé il y a 2 jours, avant-hier, que pour la crise Corona, l'État algérien avait mis sur la table un demi-milliard de dollars, 500 millions de dollars, toute forme, achat de masques, de médicaments, les aides, les distributions, un demi-milliard. La Tunisie, à côté de nous, 12 millions d'habitants, 1,9 milliard. Le Maroc, à côté de nous, avec à peu près la même population, 3 milliards de dollars, 6 fois plus que nous. Ces pays
qui sont encore moins riches que nous, officiellement, ont mis 2, 3 fois, 4 fois, la Tunisie, 4 ou 5 fois plus, vu la population, d'argent pour combattre la crise sanitaire qui est une épidémie mondiale. Les pays occidentaux, c'est en milliers de Vous êtes sûr de ce chiffre, Yahya? La Tunisie a mis plus d'argent que nous dans la lutte contre le Covid? 1,9 milliard. C'est incroyable. 3 milliards, près de 3 milliards. Et nous, c'est le ministre des Finances qui l'a annoncé avant-hier, vous allez regarder son information. 500 millions de dollars, tout confondu. Et il les a énumérés, les achats de masques, les achats de médicaments, les 10 000 dinars distribués, tout, 500 millions de dollars. Ça veut dire y compris l'argent qui n'est pas parvenu à ses destinataires? Y compris l'argent qui n'est pas parvenu à ses destinataires. Voilà la réalité. Tout le reste, c'est du blabla. Donc, si un pays... On voit aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, et je l'ai dit, les médecins contaminés parce qu'ils sont au front, c'est eux qui font la guerre contre le virus. Ils sont contaminés, ils font la manche sur Facebook et ils demandent aux citoyens algériens de leur payer des chambres d'hôtel parce que l'État n'est pas capable de les assumer. Au Maroc, 1700 chambres d'hôtel ont été prises en charge par l'État marocain pour héberger les soignants qui étaient contaminés. Chez nous, non. Tout le reste, c'est du mensonge. Il y a un moment où il y a des chiffres, il y a des comparaisons. On compare ce qui est comparable. Il y a eu, je vais le dire très clairement, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin, il n'y a pas eu une gestion sanitaire ni scientifique du virus. Il y a eu une gestion sécuritaire. Ils ont donné la gestion aux généraux. Leur priorité, c'était le Hirak et non pas le virus. Aujourd'hui, le peuple algérien tout entier paye cette stratégie sécuritaire. Ils ne se sont pas occupés du virus, ils se sont occupés du Hirak. Aujourd'hui, le virus s'étend et se propage d'une manière incroyable. C'est très dangereux pour le pays. Les responsables de ça, c'est Tebboune et ses généraux. Et nous allons consacrer une émission à ce très grave sujet. Boukhalifa, sur ce que vous venez d'entendre. Oui, effectivement, c'est le contexte, l'occasion a fait le larron pour le régime. Donc il en a profité pour mettre en prison à tour de bras, pour donner non pas un coup de vis, mais 50 coups de vis à la fois. On a vu des situations inextricables d'un point de vue sanitaire, conjuguées à la volonté du régime de tordre le cou à cette révolution, ce qui est une réalité, puisque les arrestations, les intimidations n'ont pas cessé. Il n'y a pas eu de trêve. Et puis, dans son état d'esprit, le régime n'a pas voulu de trêve. Et ça repart de plus belle parce qu'on est en train de nous réchauffer, en plus de ce qui a été fait à partir du mois de mars, fin mars, début avril. On est en train de nous réchauffer, de nous remettre encore les satellites du régime des années 90, tambour battant qu'on voit ici, en ce qui nous concerne, on les voit à Paris battre le tambour de la bipolarisation. On nous réchauffe ce discours. Mais l'envers du décor, c'est la crise sanitaire qui est au fond. Ce n'est pas de décider de donner 10 000 dinars à une personne qui va changer. 10 000 dinars aujourd'hui, ça n'est pratiquement rien pour un Algérien. Ça n'est pratiquement rien. Si vous devez acheter, un médicament ou si vous devez acheter quoi que ce soit, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est devenu de la monnaie de singe. 10 000 dinars, c'est 3 fois une vue. C'est une mesure démagogique. Et nous allons continuer à regarder, écouter M. Tebboune. C'est un rituel religieux هي سنن كانت فيه فتوى الناس المختصين فيه شروط تاع الأضحية فيه كذا واليوم كل الجزائريين يتألموا لغلق المساجد وكل الشباب يتألم لغلق كذلك المساحات اللي مداري يتنفسوا فيها ويتفسحوا فيها شط البحر وغير شط البحر إلى آخره للضرورة أحكام
حنا نشوفوا الناس هاد الأشهر اللي عشناها كاين ناس لهم عايشين غير بال10,000 دينار اللي نعطوهم. إذا ما يخصش المجتمع، ما لازمش على المجتمع يعقدوا حتى يشعر أنه واجب عليه يذبح. اللي استطاع استطاع، اللي ما استطاعش. هذه من ناحية. من ناحية ثانية كذلك الوباء هذا حنا نتمنى مش غير العيد والأعراس والختانة. تشوف حنا قد ما الناس تعاني والأطباء يعانوا وسامحين في أولادهم سامحين، وتلقى دي كورتاج ماشيين في اللي يسموه. شوف حنا من الدول اللي ما خرجناش الجيش. فيه دول نهار الأول تاع الحجر اللي بلاندي في وسط الطريق في وسط المدن. دول متقدمة جدا وراها مقابلتنا خرجوا الجيش. احنا ما باغي نستعمل هذا العنف. ماذا بيا يكون الامور توافقيه بين الجزائريين. يا اخي بالتصرفات تاعك ربما حتى الا كانت والديك مازالوا صغار، انا والدي راهم كبار، بغيت تقتل لي والديا، بغيت تمس لي هذا، ان شاء الله الناس ترجع لليقين تاعها. الاضحيه هذه من ناحيه الدينيه هي سنه. انا ما نقولكش ضحي ولا ما تضحيش، اذا ما عندكش القدره ما تضحيش. ما فيش هذا، ما فيش باش تمشي تختارض وتسلف وكذا باش تضحي عليه. اولا. ثانيا من ناحيه الامن الصحي نتاعنا راه في خطر، عليك. فيه ناس اللي يقول لك انا نشري ندير الواجب تاعي ونمشي للباتوار نذبحها في الباتوار، احسن ما فعل ووزعها على الفقراء ولا وزع على كذا. شو نقول لك، المواطن راه عنده قدره باش يعرف الشيء اللي يساعده والشيء اللي ما يساعدوش. حنا اللي حاجه اللي ما نتسامحوش فيها ابدا هو الشيء اللي يمس الصحه. Hamid Lello, alors il dit des choses et d'autres, mais j'aurais retenu quelque chose d'absolument énorme. Il nous dit, nous, on n'a pas fait sortir l'armée, alors qu'en face, des puissances parmi les plus grands États démocratiques, juste ceux qui sont en face de chez nous, dès le premier jour, ils vont en faire sortir les blindés, hein, dans les rues, pour contraindre les gens au confinement. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu ça. Mais moi, ce que j'ai vu, par exemple, effectivement, chose qui ne s'est pas passée en Algérie, ces États dont il parle ont fait sortir l'armée, en effet, pour aider les médecins, pour aider les soignants, pour installer des hôpitaux de campagne, pour mettre leurs respirateurs et leurs lits de réanimation à la disposition des malades. Mais on ne les a pas vus sortir les blindés. Et vous, Hamid Lello, vous en avez vu ? Justement, c'est exactement la même question que je me posais. Comme d'habitude, il n'a pas mentionné quel pays avait fait ça, mais je peux parler déjà des États-Unis, où j'ai des amis qui font partie de la garde nationale. Une garde nationale, c'est une armée qui appartient aux États. Ce n'est pas une armée fédérale, c'est les États. Et comme vous l'avez bien mentionné, cette garde nationale ou l'armée, elle a des ressources matérielles et humaines qui sont extraordinaires, qui, parce qu'elle n'est pas en guerre, elle a mobilisé une bonne partie de ses ressources pour venir en aide aux populations civiles. Donc, elles ont l'uniforme militaire parce que on appelle tactical gear, parce qu'elles sont sur le terrain, il faut qu'elles travaillent, il faut qu'elles soient vues en tant que militaires, mais leur intervention reste humanitaire, civile, la distribution des produits alimentaires, la distribution des produits sanitaires, l'accompagnement. Ils ont aussi construit des tentes hôpitales. Moi, j'aurais aimé que l'Algérie fasse pareil, que l'armée algérienne sorte dans la rue et qu'elle gagne cette confiance du peuple en partageant tous les biens dont elle jouit depuis 60 ans. On n'a pas vu de tentes militaires algériennes mises à la disposition des hôpitaux qui manquent de beaucoup de ces moyens-là, et l'armée algérienne aussi dispose d'une logistique et d'une organisation qui sont exceptionnelles et bien meilleures à celles des civils. L'armée est intervenue dans des pays avancés, mais avec une mission bien spécifique, venir en aide à la population civile qui souffre. C'était ça leur mission, ils l'avaient bien fait. Donc oui, l'armée est sortie, mais elle est sortie pour aider, pour apporter tout son soutien.
Alors, Yahya Bonouar? C'est terrible. Terrible, hein? Vous avez vu, vous, des blindés dans les rues de Marseille ou de Paris? Oui, partout dans le monde entier, des blindés. C'est incroyable. Il ment comme il respire et véritablement, ils sont contre-fiches que les gens se rendent compte qu'il ment. Votre invité l'a bien expliqué. Dans certains pays, l'armée est intervenue en soutien, les systèmes militaires, les systèmes de santé des militaires sont intervenus en soutien. Aux États-Unis, on a vu des bateaux géants avec 2000 lits accostés à New York où ils ont pris en charge les malades. Dans d'autres pays, partout, les militaires sont intervenus. Chez nous, c'est l'inverse. Je rappelle que pour le budget 2020, l'année en cours, sur un budget de l'État de 37,9 milliards, 9,5, c'est-à-dire 25%, 9 milliards et demi, alors que nous sommes en crise. Sur 37,9, c'est le budget du ministère de la Défense, 25%. En Europe, c'est entre 1 et 2% le budget des armées. Nous, c'est 25%. Et ils ne font rien. Avez-vous entendu des médecins morts dans les hôpitaux militaires? Avez-vous entendu des soignants morts dans les hôpitaux militaires? Avez-vous entendu des soignants néanmoins, j'ai des réserves sur le chiffre que vous avez donné pour occidentaux, 1 à 2%. Ça m'étonnerait un peu quand même. 1 à 2%. Et d'ailleurs, les Américains pressent les pays européens de porter leur budget de défense à 2%. Attendez, on va demander l'avis de Hamid Lelou, je reviens à vous. Hamid Lelou, 1 à 2%, ça vous semble normal, un chiffre pareil? Je n'ai pas les chiffres en tête, je dirais comme vous que ça devrait être un peu plus, mais même 1 ou 2%, c'est déjà énorme parce qu'on ne parle pas de milliards, oui, on parle de trillions. Le budget de l'État américain, c'est des trillions. Absolument, mais honnêtement, je vais faire des recherches et je reviendrai à vous plus tard, mais je n'ai pas de chiffres en tête. Alors, Yahya, je reviens à vous. Mais c'est vrai que 1% de 500 milliards ou de 1000 milliards, c'est... Attendez, qu'on s'entende bien. 1 à 2%, c'est les pays européens. Les Américains, ils sont entre 3 et 4%. D'accord, ok. Ils pressent les pays européens tous à arriver à faire l'effort d'arriver à 2% pour le budget militaire. Ils ont promis d'y arriver en 2022 ou 2023. Sinon, les Américains, ils sont à plus que ça. Mais les Américains, ils ont un budget et un PIB de presque 20 000 milliards. Et le budget du Pentagone, c'est... Et nous, c'est combien en taux? Combien vous avez dit le chiffre? 9 milliards et demi sur 37,9. C'est 25% depuis au moins 15 ans. C'est incroyable. Oui, alors que nous ne sommes ni en guerre, ni rien du tout. Les Américains, ils sont à 3-4% et ils ont 50 guerres qui mènent partout. Alors le comble, c'est qu'on a donc 25% du budget général, global, et même pas capable de mettre tous ces moyens, ces faramineux moyens à la disposition du peuple en temps de crise. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en temps de crise sanitaire, ils sont contre-fiches du peuple. La seule chose qui les intéresse, c'est sauver leur système, sauver le régime, sauver des généraux grabataires de 75, 80 et même 85 ans pour ce qui est le cas de Ben Ali, le plus gradé, et se sauver eux-mêmes sur l'argent des Algériens. Ça devient du racket, c'est plus un budget, c'est du racket, c'est l'argent qui appartient aux Algériens. Cet argent aurait été mieux utilisé dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les centres de formation, dans l'industrie, dans l'agriculture, etc. Ils le prennent. Qu'est-ce qu'ils font avec? Personne ne sait. Je vous rappelle. Et ça rapporte de grosses commissions, Yahya. Voilà, vous savez que l'armement, la dotation et les équipements militaires sont parmi les achats où les commissions sont les plus élevées et qui se chiffrent au moins en centaines de millions de dollars, si ce n'est en milliards de dollars. Voilà. Quand vous prenez le budget de l'État algérien, chaque ministère, il a 3-4 pages, le budget global du ministère, puis dépenses, recettes, qu'est-ce qu'ils en font, on sait à peu près comment est dispatché l'argent. Pour le ministère de la Défense, il y a une ligne. Alors, Boukhalifa,
ce que ça révèle, c'est un lapsus révélateur sur la conception des institutions en Algérie. C'est-à-dire que cette instrumentalisation, et puis le message est virtuel, et c'est un lapsus révélateur à plus d'un titre. C'est-à-dire que j'aurais pu sortir les blindés. Donc vous voyez l'image qu'on se fait de l'institution, l'image que se fait le président de la République de l'institution de l'armée, indépendamment de la corruption régalienne que j'avais signalée un peu en début d'émission, qui est une réalité, qui est un secret de polichinelle en Algérie. Donc c'est par là que se font les plus grosses commissions, effectivement. Mais la perception institutionnelle en Algérie, on est là. Je sors les blindés. J'instrumentalise l'armée. Et pourquoi donne-t-il un exemple aussi mensonger, aussi outrancier, aussi gros nos voisins d'en face, les plus grandes puissances démocratiques, etc., je ne sais pas comment il a dit, ont fait sortir les blindés dès le premier jour. Vous imaginez? Le problème, il va se permettre un mensonge de la taille d'un éléphant. Qui c'est qui va oser le contredire? Et les journalistes, justement, les journalistes ne l'ont pas contredit. Passez-moi l'expression, Yahya Bounoir avait dit tout à l'heure, à la limite, ce n'étaient pas des journalistes, c'était des passe-plats. C'est tout, il faut plus. Les journalistes, les vrais journalistes sont soit partis, soit sont en prison. Je ne pense pas qu'il y ait dans le parterre des intervieweurs, des journalistes qui respectent la devise d'Albert Londres, qui sont là pour remuer la couteau dans la plaie. Personne n'était là pour le remuer, donc ils ont été triés sur le volet. Donc moi, je ne porte atteinte à personne, mais ils étaient là, c'est leur job, c'est de brosser dans le sens du poil, et puis ça a été fait. Mais lui, plus le mensonge est gros et plus ça passe, et personne ne va le contredire, personne ne va oser le contredire, ni le ramener à des dimensions tout à fait raisonnables. Et puis, encore une fois, on n'est pas dans un contexte démocratique. Lui, il est dans son... je pense qu'il commence à prendre goût à cet exercice. Parce qu'avant, peut-être, il a été ministre. Il y avait un certain nombre de... Alors, on ne vous entend plus très bien, Boukhalifa. J'espère qu'on va pouvoir régler le problème. Alors maintenant, nous allons écouter, puisque nous parlons de mensonges et de... Je ne sais pas comment qualifier ça, c'est plus que du mensonge. Là où il nous confirme ce qu'il a dit dans une autre interview, accordée celle-ci à un journal français ou à une télévision française, que l'Algérie avait produit en 2019 l'équivalent, en agriculture seulement, l'équivalent de 25 milliards de dollars. Alors, écoutez-le. عشنا في كل ربما لولا ما فيش هذه الازمه ما كناش نوصلوا للتحديات اللي دخلنا فيها اليوم. صح الناس لما تقارن بالبحبوحه اللي كنا فيها والملايير مدفقه ملايير دولارات يقول لك اليوم ما يكفيش. اليوم هو النموذج ماشي امس. لو كانت في هذه العقليه وهذه الصرامه اليوم لو كان ما زالت موجوده ولكن 60 مليار تكفي في النظر تاعنا باش نعاودوا انطلاقه. رانا نشوف اليوم دول راها تقترض عند صندوق النقد الدولي عند البنك العالمي يقترضوا 3 ملاير 4 ملاير مليار ونص يجروا. احنا الحمد لله رانا ميسورين عندنا 60 مليار احتياط. ومهما كان الحال حتى لو نقص البرميل لهذه السنه بالاضافه الى الشيء الاحتياط اللي راه عندنا تدخلنا واحد 25 مليار دولار من المحروقات بالاضافه الى 25 مليار دولار نتاع الفلاحه. الحمد لله الامور في حسن التسيير. الكثره هذه والمال السايب ينوض السراق. Je suis sans voix. Donc voilà, il confirme qu'en 2019, l'agriculture a généré l'équivalent de 25 milliards de dollars. Et donc, dans sa tête, pour lui, c'est un chiffre désormais
qu'on doit mettre dans nos annales. À l'avenir, l'agriculture produira au moins chaque année pour 25 milliards de dollars. Quasiment, elle comble à elle seule cette agriculture vivrière, tout le manque à gagner depuis la chute du baril. Pardon, Hamid Lello. Oui, avant de répondre, avant de faire un commentaire sur cette dernière question, c'est juste pour une précision. Donc, selon Forbes Magazine, c'est une source très réfutable. Oui. Ils basent leur étude sur SIPRI, ça veut dire Stockholm International Peace Research Institute à Stockholm. Ils disent que le budget annuel militaire américain pour l'année fiscale 2018-2019 était de 3,4% du PIB. Il s'élève à 732 milliards de dollars. Voilà. Mais moins que les Chinois. Les Chinois, c'est 14% de leur PIB, mais avec un total de 260 milliards de dollars. C'est juste pour vous... En tout cas, même la Chine, elle n'est pas à notre niveau. Nous, on est à 25%. C'est incroyable. On a un taux... Les Chinois, 14. Donc, c'est un article qui est sur Forbes et c'est une source très fiable. Elle base ses chiffres sur l'Institut international de Merci recherche. pour cette précieuse information. Merci. OK. Quant à ce qu'il vient de dire, le problème, il peut donner des chiffres comme ça sur la production agricole, l'industrie et tout ça. Mais il faut faire un sens des chiffres, même quand ils sont faux. Il faut faire un sens. Quand il dit que l'Algérie, elle jouit encore de 60 milliards de dollars de réserves monétaires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une réserve monétaire qui est statique, qui n'a pas été investie. C'est-à-dire qu'on va continuer, et il dit une chose et son contraire encore une fois. Il dit, je veux sortir de cette ère de dépendance sur les ressources hydrocarbures, et d'un autre côté, il veut compter sur ce lit ou ce matelas de ressources en dollars, alors que normalement, si on avait justement pris tout cet argent, à l'époque c'était jusqu'à 300 milliards de dollars, eh bien, il fallait l'investir. Si tu ne l'investis pas, c'est quoi le but? C'est juste pour le dépenser. C'est baqarat al-haloub. Il y a un baqara qui donne du lait, on continue à l'allaiter et on s'en sert. Quant aux chiffres qu'il donne sur l'agriculture, ça ne me surprend pas. Il n'y a pas longtemps, il a dit la même chose sur le système de la santé publique en Algérie. C'est le meilleur système presque au monde. Et les mêmes amis dont il jouit il prétend être ami des petits peuples algériens, lui ont montré à travers les social media tous les défauts du système sanitaire ou de santé algérien. Ils vont faire la même chose certainement avec l'agriculture. On aura des vidéos. Et l'université aussi. Hein, il a dit dans je ne sais pas si on aura le temps, dans cette interview, il a parlé aussi de l'université, du secteur universitaire, dont il dit c'est le meilleur d'Afrique, qui produit le plus de diplômés. Et ces mêmes petites gens algériennes, ils vont lui sortir des vidéos bientôt sur Facebook et sur YouTube. Ils vont lui montrer à quel point son système universitaire et système de santé est meilleur dans le monde. Bientôt, on aura des nouvelles. Yahya Bonouar, 25 milliards de dollars. Oui, avant les 25 milliards, sur les réserves, elles étaient à 58 en janvier 2020. C'est-à-dire ils ont annoncé entre 58 et 60 en début d'année. 58, voilà. 58 en janvier, donc on doit être... Elles ont fait des petits voilà. Entre-temps. On doit être plus près de 40 que de 60. Quant aux 25 milliards de l'agriculture, évidemment c'est encore un gros mensonge. Je vais prendre comme exemple notre voisin le Maroc, qui a à peu près la même population, 42 millions, qui est autosuffisant à 100% sur tout ce qui est fruits et légumes, et qui importe un peu de lait et un peu d'huile. Et qui exporte beaucoup de fruits et de légumes. Et qui exportent. Non seulement ils sont autosuffisants, mais ils exportent. Vous en trouvez partout en Europe, dans les supermarchés, des produits marocains. Et vous savez quelle est l'estimation de la production agricole du Maroc? Dites-nous. 8 milliards.
Attendez. Là, ça vaut le... Donc, le Maroc, qui est un gros producteur en termes d'agriculture, qui s'autosatisfait, qui exporte une grande partie de sa production, il n'a produit que 8 milliards. Alors que l'Algérie, dont on sait que même tous ces produits agricoles, quand on décortique les intrants, tout ce qui est dedans est importé quasiment. Ce n'est pas du produit algérien. Il nous parle de 25 milliards. Mais c'est énorme. Ce monsieur dit n'importe qui maintenant peut rentrer dans Google, production agricole du Maroc, il va trouver 7, quelque chose, proche de 8. Ça correspond à 14% de l'économie marocaine, du PIB marocain, ce qui est énorme. À côté, ils ont un peu le tourisme, les services et tout. Mais ça, c'est 8 milliards de dollars. D'où il sort ces 25 milliards? En plus, il ment. Il dit le pétrole, alors que c'est la production. Puisqu'on n'a pas de pétrole, on ne vend rien. C'est ce qu'on produit. On n'importe rien, exactement. Voilà. C'est ce qu'on produit. À la limite, il aurait dit le mentouche. Ouais. Voilà. On produit, on le consomme. Donc les 25 milliards, il n'y a rien qui rentre. C'est consommer, c'est pas 25 milliards, c'est impossible, mais la production agricole est consommée localement, elle ne suffit pas, on importe ce qui nous manque. C'est vous dire que ces gens-là racontent n'importe quoi, toute honte bue, et ne se soucient guère de ce que vous allez leur répondre. C'est pareil, on ne va pas revenir, on l'a dit, les hôpitaux, c'est les meilleurs on est les meilleurs du monde dans tous les classements du monde. Hôpitaux, universités, écoles, on est les derniers, sauf dans la corruption. On est parmi les premiers, et sauf dans le débit Internet, on est le dernier pays au monde, où même la Somalie nous dépasse dans le débit Internet. Mais des gens comme Tebboune disent n'importe quoi. Il a dit aussi, la presse, nous sommes le pays qui a le plus de journaux en Afrique. Nous avons 160 journaux. Il n'a pas dit que c'est 160 journaux muselés. 160 journaux publics et parapublics, muselés, et Khalid Rani est en prison, et Abdesami Abdelhay est en prison, et Mezrich de Constantine est en prison, et d'autres sont en prison, et aucun journal... Abdelkarim Zrilech. Zrilech est en prison, et d'autres sont en prison. Donc voilà, on parle, on dit ce qu'on veut, raconter n'importe quoi, sauf que depuis le 22 février, les gens savent, plus personne ne croit leur salade. C'est très grave parce que plus personne ne suit les instructions alors qu'on est en période sanitaire, parce que personne ne les croit. C'est-à-dire que ce régime, même quand il dira la vérité, le peuple ne le croira pas et le peuple ne le croit pas. Il y a une grave crise sanitaire qui s'appelle le Covid-19, mais personne ne les croit parce qu'ils ne font que mentir et encore mentir. Et Tebboune, il n'y a pas un meilleur exemple que Tebboune dans le mensonge. Boukhalifa, malheureusement, ce sera le mot de la fin. C'est dommage, on avait encore beaucoup d'extraits. C'est pour ça que je vous avais demandé d'essayer d'abréger. Mais c'est normal de commenter de telles énormités. Boukhalifa, donc, vous avez le mot de la fin. Oui, mais bon, là, nous sommes en présence d'un menteur invétéré, mais qui de toute façon a fait de cela son métier. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il a été choisi aussi. Peut-être c'est le meilleur bonimenteur du groupe. Mais en tout état de cause, donc, tant que la face qui n'est plus cachée, tant qu'on continue à opprimer des gens, tant qu'on continue à mettre en prison des gens, tant qu'on continue à bâillonner la parole populaire, tant qu'on oppose de la violence à des aspirations de liberté du peuple, la véritable nature du régime sera toujours démasquée. Donc, quelles que soient les promesses sans lendemain et les lendemains qui enchantent, qui sont promis, ça ne tiendra pas. Ils finiront toujours par être démasqués. Et de toute façon, le génie populaire chez nous, comme l'avait dit tout à l'heure, vous verrez demain un florilège de détournement de ce discours. Il y en a une que j'adore énormément, c'est celle qui disait on a les meilleurs hôpitaux chez nous. Il y en a l'autre qui lui répond il a dû confondre avec la France. Voilà. Merci Boukhalifa Ben Mamar, merci Hamid Lellou, merci Yahya Bonouar, merci à vous,
Mes chers amis, j'aurais voulu rester encore plus longtemps avec vous parce qu'il reste encore beaucoup d'énormités que j'aurais aimé vous voir commenter, mais ce n'est qu'à au revoir. Demain, nous essaierons de continuer avec d'autres invités pour essayer de parler des autres extraits que nous n'avons pas pu vous passer aujourd'hui. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que la situation en Algérie en termes sanitaires est extrêmement grave, même au sein du Sérail lui-même, des ministres, des généraux sont atteints. On nous dit aussi que Yahya serait atteint, et aussi Sellel peut-être qu'il serait hospitalisé. Si c'est le cas, ça prêterait à soupçon, parce que la vie de Yahya et la vie de Sellel sont extrêmement importantes pour la suite des événements. Ils savent des choses qui peuvent envoyer tout le monde en prison, y compris ceux qui nous parlent, qui passent leur temps à nous parler de Issaba. Ce que c'est Sellel et Yahya est tellement important, tellement explosif, tellement décisif que personnellement, en ce qui me concerne, s'ils sont atteints du Covid et encore pire, s'ils en meurent, moi je dirais qu'ils ont été assassinés. Aussi clair que ça. Barakallahu fikum, bqaw ala khair, bislama.